Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Tribune Libre, saison 2, épisode 3. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons du mind qu'il faut avoir dans les périodes d'échec et de réussite. Et pour ce faire, nous recevons un champion, une gloire du football, Didier Drogba l'éléphant, est avec nous et c'est maintenant. Pas gardé, ça n'est pas rentré. Il était depuis qu'on y dans l'Allemagne. Harry Michel, c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée qui compte. Didier Drogba. Lui-même. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oh, ça va très bien. Ça va? Merci infiniment d'être là. Mais je t'en prie. C'est un grand honneur Merci. pour moi de te revoir à nouveau. Et c'est un honneur que tu fais également à la Fondation Floris Norman et à toute l'équipe de Tribune Libre. Alors, dans cette émission, avec toi, on va évoquer un sujet assez intéressant. Nous allons parler du mind, de l'état d'esprit que doit avoir un jeune leader ou quelqu'un qui s'élance dans la vie active, dans les moments de succès, mais également dans les moments d'échec. Tu es un athlète de haut niveau, tu as connu l'échec, mais également la réussite. Et je crois qu'on va en apprendre beaucoup de toi ce matin. Merci. Alors Didier, première question. Toi qui as connu un grand succès mondial, pour toi, en quoi se résume la notion du succès, de la réussite? Alors, la réussite, c'est quelque chose de tellement abstrait en même temps, de tellement palpable. C'est-à-dire que la réussite, c'est quoi? C'est partir d'un point A, se fixer des objectifs et se dire, voilà, moi, dans un mois, dans un jour, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, je vais être au point B ou au point Z, peu importe. Ouais. Et la réussite, c'est franchir les différents paliers, les différentes étapes qui font que vous arrivez à cet objectif-là. Une fois qu'on arrive à cet objectif, on peut dire, oui, c'est une réussite. C'est réussir une mission, c'est réussir un challenge, atteindre un objectif. C'est ça la réussite. Et moi, en tant qu'ancien footballeur professionnel, mon rêve de gosse a toujours été de jouer au football. Je dis bien de jouer au football. De jouer au football. Contrairement à tous ces jeunes enfants qui ont voulu être médecins, pilotes, Non, j'ai aussi voulu être médecin. J'ai aussi voulu être médecin et je pense que Dieu a décidé de sauver beaucoup de vies en m'évitant ce métier et en me spécialisant dans le milieu du football. Mais je veux dire par là que mon rêve de gosse était de devenir footballeur professionnel. Et j'ai travaillé, j'ai beaucoup appris. C'était un chemin difficile, très long. Donc j'ai appris beaucoup de choses, la patience, la remise en question. Et tout ça m'a permis d'atteindre la réussite, c'est-à-dire d'avoir une carrière complète et qui s'est terminée en 2018. D'accord. Alors Didier, on est curieux de savoir, peut-être que tu l'as déjà raconté sur de nombreux plateaux télé, mais qu'est-ce qui a été la clé de ce succès-là? En une phrase, qu'est-ce qui a été déterminant pour que tu puisses être à ce niveau aujourd'hui? Bon, c'est quand même... Ça va être difficile de résumer tout ça en une phrase. Par contre, il y a plusieurs adjectifs qualificatifs qui résument en quelque sorte mon parcours. Le rêve, parce qu'il faut rêver. Il faut rêver. Croire en soi. La foi, bien sûr, en Dieu, parce que c'est quelque chose de primordial, en tout cas pour moi. Croire en soi, rêver, la persévérance et surtout la capacité de remise en question.
Je pense que ce sont des éléments clés pour non seulement arriver à un certain niveau, mais pour le rester le plus longtemps possible. Et c'est là la difficulté. D'accord. Alors, cette difficulté-là, de rester au top niveau et y demeurer longtemps, est-ce que ça appelle la notion de l'humilité? Est-ce qu'il faut être assez humble? Et vous, et toi Didier, comment est-ce que tu perçois cette notion d'humilité-là? Bon, je pense que l'humilité, c'est quelque chose qui... en toute, en toute humilité, c'est quelque chose, je pense, qui me caractérise. Ok. Même si je suis un compétiteur, même si je suis quelqu'un qui relève beaucoup de défis, je le fais avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que normalement, le football, c'est un sport, c'est un jeu. C'est un jeu. J'ai abordé ce sport de manière ludique. C'était un rêve de gosse, un rêve d'enfant, qui plus tard s'est transformé en métier. Donc là, c'est devenu beaucoup plus professionnel. Mais à la base, c'est un jeu. Moi, quand je suis sur un terrain, j'ai l'impression d'être en représentation, de devoir donner un spectacle, donner quelque chose au public. On vient là pour le public. Il y a 50 000 personnes qui viennent. C'est pour voir quelque chose de spécial. Donc ça reste un jeu, Ouais. avec bien sûr tous les enjeux sportifs et financiers. Ouais. Mais vraiment, ce qui m'a permis de faire une aussi belle carrière, c'est que je suis resté, dans ma tête, ça a toujours été un jeu. Jusqu'à mes 40 ans où j'arrête de jouer, ça a toujours été pour moi un jeu. D'accord. Et cela t'a permis de rester l'homme humble que tu es. Didier, très sincèrement, le football professionnel au haut niveau, c'est aussi beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent, réellement, nous monte à la tête lorsqu'on en gagne énormément? C'est dans la continuité de ce que je viens d'expliquer. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'argent quand tu réussis. Bien sûr. Quand tu réussis, quand tu arrives au top, oui, il y a beaucoup d'argent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de joueurs, c'est ce qu'on appelle l'élite, qui ont ces salaires stratosphériques. Les autres, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une sorte de classe moyenne, et puis il y a plusieurs niveaux. Donc, il ne faut pas croire que tous les joueurs, toutes les personnes qui jouent au football sont des millionnaires ou des milliardaires. L'argent fait partie de ce métier, mais je suis bien placé pour vous dire que ce n'est pas ce qui rend le plus heureux. En tant que sportif, en tant que compétiteur, ce qui nous importe, c'est la compétition. Donc tu as beau avoir le meilleur salaire de l'histoire du football, mais si tu ne joues pas, tu es malheureux. Okay. Donc ce n'est pas l'argent qui nous fait courir. C'est la passion, c'est l'envie de réussir, de prouver, de montrer qu'on est le meilleur, de montrer qu'on est capable de réaliser quelque chose de grand. D'accord. Alors Didier, dans ta carrière professionnelle, tu as connu des moments de grand succès. On se rappelle en 2012, la Ligue des Champions remportée, où tu as joué un très grand rôle. Mais il y a également des moments d'échec. On se souvient également de la CAN, la finale de la CAN 2006 en Égypte, et celle perdue face à 2012. En 2012, voilà. Alors, lorsqu'on est à ce niveau et qu'on connaît la réussite et l'échec, qu'est-ce qui nous permet de rester stable et de continuer à toujours briller, à ne pas tomber lorsqu'on perd, à se relever et puis à garder un niveau assez stable lorsqu'on réussit également? Alors, j'ai plusieurs explications à vous donner, mais de par mon raisonnement et ma compréhension, pour moi, les échecs, si je dois résumer mes 20 ans de carrière, mes échecs ont fait mon succès. D'accord. Je dis ça parce que à chaque fois que j'ai connu des moments difficiles, des moments très difficiles même, que ce soit lors de ces deux Finale perdue. deux grands moments que
que tu viens d'évoquer, derrière, il y a eu une remise en question, il y a aussi une prise de conscience. Donc, ces échecs-là me permettaient en fait d'analyser le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai échoué. Et donc, ça me permettait d'agrandir et de me performer, de m'améliorer. Parce que ce sont des moments que je ne veux plus vivre. J'en vivrai d'autres, mais ce sont des moments qu'on ne veut plus vivre, même si c'est dans la défaite qu'on apprend le plus. Donc, effectivement, il y a eu des moments difficiles, mais qui ont forgé toutes les victoires que vous connaissez. Donc, ça fait partie de notre métier et ça fait partie de la vie. Et j'en profite même pour m'adresser à cette jeunesse qui pense que, oui, les échecs s'enchaînent les uns après les autres. Non, il faut y croire, il y a de l'espoir. Il faut toujours se battre. Quoi qu'il arrive, on peut rater une marche, mais on doit se relever pour essayer de reprendre encore cet exercice-là jusqu'à ce qu'on franchisse le palier. C'est ce qui m'a motivé tout au long de ma carrière. Parce que des échecs, j'en ai eu. Les blessures sont des échecs. Bien sûr. De graves blessures où il a fallu trouver la force pour se relever. Et quand c'est comme ça, on est seul. Il n'y a pas de caméra, on n'est pas assis là à faire des interviews, on est seul, on n'existe plus. Donc c'est mentalement, c'est une force interne qu'on doit développer et ce qui permet aussi de se relever, tout comme ce qui permet de garder les pieds sur terre, c'est d'avoir un entourage J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui est à mon niveau. Je pense qu'on choisit ses amis, on choisit avec qui on veut être. Très important. Avec qui on veut marcher. Moi, j'ai décidé de marcher avec des personnes humbles, qui me ressemblent un petit peu et qui ont cette capacité à dire les choses, à me dire les vérités pour me garder un peu les pieds sur terre. Parce que ça peut arriver qu'on se laisse emporter par le succès, ça peut arriver que on soit excité parce qu'on a enchaîné 2-3 bons matchs, mais le fait de rentrer chez soi ou de parler avec un ami, avec un proche, avec son agent, permet de ramener les choses un peu à leur place. Et ça a été, en plus de ma détermination, ça a été une de mes forces. Salut, bonjour Didier Dogwa. Dans quel domaine d'activité travaille la fondation que vous avez créée? Et dites-nous une activité qu'elle a posée et dont vous êtes aujourd'hui le plus fier. Alors, la fondation qui est créée depuis 2010 travaille surtout dans la santé, dans l'éducation et la femme et l'enfant. Donc, il y a plusieurs actions qu'on a posées dont je suis fier. Et j'espère vraiment qu'on aura droit à une belle inauguration du centre de santé à Tékoubé, le centre de santé Laurent Pokou. Il y a aussi tous les dépistages de maladies cardiovasculaires qu'on a pu faire dans toutes les communes d'Abidjan et aussi à l'intérieur du pays. On a testé plus de 10 000 personnes avec la clinique mobile. Et puis, les différents dons et les différents accompagnements qu'on fait au niveau éducation avec l'école qu'on a construite à Pokou Kwamikro. Et j'espère encore qu'il y en aura d'autres. Et j'invite toutes les personnes qui souhaitent contribuer au développement de nos activités à nous rejoindre et à nous contacter. Bonjour, monsieur Didier Drogba, les jeunes. Bon, j'ai une question pour vous. Je voudrais savoir quelle est la situation la plus difficile que vous avez vécue dans votre carrière de footballeur. Moi, c'est John Hamel et je suis footballeur comme vous. Merci. Waouh, la chose la plus difficile à vivre durant ma carrière de footballeur. Je pense que sur le moment, c'est peut-être... Non, rien n'a été difficile pour moi.
Rien n'a été difficile. J'essaie de trouver, en fait, ce qui a pu me frustrer, et il n'y a pas. Parce que j'ai décidé de jouer au football par passion. Donc, c'est pas un métier comme les autres. C'est, même quand tu es énervé, même quand tu es au plus bas, on met un ballon devant toi, tu te lèves, tu joues. Tu es compétitif. Tu es compétiteur aussi. Donc, tout ce qui est voyage, effectivement, on n'était quasiment jamais à la maison. On partit tous les 3 jours, voire tous les 2 jours même. Je pense que par semaine, je devais passer peut-être 2 ou 3 jours chez moi. Sinon, le reste du temps, c'est hôtel, avion, le car, le centre d'entraînement, les soins, les kinés. Donc, mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, Non, aucune frustration. Aucune. Merci infiniment Didier pour ces réponses à nos téléspectateurs. J'espère qu'ils sont satisfaits. Et on reprend nos échanges là où on les a laissés. Didier, tu as été un footballeur extraordinaire, l'un des plus grands attaquants que ce monde ait connu. Aujourd'hui, tu t'es lancé dans les affaires. Comment s'est fait la transition football et aujourd'hui homme d'affaires? Bah, écoute, je pense que la carrière de footballeur est très courte. Ok, elle peut faire de 5 à 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Mais après ça, donc on arrête tôt. Moi, j'ai arrêté à 40 ans. C'est vrai que dans le milieu, c'est tard, mais dans la vie active, c'est assez tôt. Donc, il faut s'occuper. Il faut se sentir utile. Il faut se sentir responsable. Et c'est pourquoi, avant même d'arrêter ma carrière, j'avais déjà commencé à entreprendre un petit peu dans différents domaines. Parce que, je l'expliquais tout à l'heure, j'ai été en activité pendant 20 ans. Même si c'était du football, j'étais en activité, en mouvement pendant 20 ans. Donc, je ne peux pas arrêter ça du jour au lendemain et puis rester chez moi à ne rien faire. Ce n'est pas possible. Donc, il y a ce besoin aussi intellectuel de pouvoir se challenger, de voir si on est capable de passer de la vie sportive à la vie, je veux dire, entrepreneuriale. Et ce sont des défis à relever que j'affronte avec beaucoup d'enthousiasme. D'accord. Et on espère que tout se passe bien. Merci. Didier, à l'annonce de ta volonté de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football, on a vu beaucoup d'Ivoiriens s'enthousiasmer à l'idée de te voir diriger le football ivoirien. Il y a eu également quelques oppositions. Qu'est-ce qui a déterminé Didier à vouloir diriger cette institution ivoirienne? Tout simplement, depuis plus de 3 ans maintenant, je pense à ça. Parce que j'ai eu l'occasion de jouer au plus haut niveau. Et j'ai terminé en 2e division américaine, avec des joueurs qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans dans mon équipe. Et quand je vois qu'à cet âge-là, même à ce niveau, ils ont des opportunités de pouvoir briller dans leur propre championnat, dans leur propre club, dans leur propre pays, je me suis dit, mais le niveau de la 2e division là-bas est bon. Et ici, on a des talents, on n'a rien à envier à ces jeunes-là. La preuve, lorsqu'on voit l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde, plus de la moitié sont d'origine africaine. Donc, on a le potentiel. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas un premier tour de Coupe du Monde 2018, par exemple, qu'aucune Africaine ne passe un tour de Coupe du Monde 2018? Qu'est-ce qui fait qu'on remporte une CAN tous les 20 ans? Qu'est-ce qui fait que les joueurs ici se retrouvent tous dans des pays comme la Thaïlande, comme la Russie, comme la France, sans rien?
qu'est-ce qui fait que moi, international ivoirien, on va jouer en Autriche, je rencontre une dizaine, une quinzaine d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens qui sont là et qui s'ennuient, qui ne font rien. Parce qu'ils ont simplement voulu jouer au football et parce qu'ici, on ne les payait pas. Qu'est-ce qui fait que lorsque je veux me lancer dans cette course à la fédération, on me dit que les présidents de clubs sont des menteurs, sont des voleurs, alors que ils sont tout simplement, je pense, pas respectés à leur juste valeur. Voilà, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'apporter quelque chose à mon pays, à mon football, et je pense que je suis légitime pour briguer ce poste. J'ai fait 14 ans en équipe nationale, 12 ans en équipe nationale, dans 8 en étant capitaine. Je suis le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. J'ai plus de 100 sélections. Donc je connais mon pays, je connais ma nation, je connais la fédération, je sais comment elle fonctionne. Donc je me suis dit, en connaissance de en ayant tous ces éléments-là, je me suis dit que oui, je pense que si je peux apporter quelque chose à mon pays, c'est le moment. Maintenant, c'est pas moi qui décide, mais je dois dire que il y a une adversité, certes, et il en faut, on en parlait tout à l'heure, mais malheureusement, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain comme adversité. Et personne, jusqu'à présent, ne m'a attaqué sur mon programme. C'est que quelque part, je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai. Et si on m'attaque sur autre chose que mon programme, c'est que je dérange. Pourquoi je dérange? Quelqu'un qui vient avec l'intention d'aider son football, d'aider son pays, comment peut-il déranger? Alors je me pose des questions qui méritent quelques réponses. Donc si vous avez les réponses pour moi, n'hésitez pas. Malheureusement, on n'a pas les réponses. Et tout ce que nous espérons, Didier, c'est que vos projets pour le football ivoirien puissent aboutir pour le bonheur de nos jeunes champions qui sont ici, pétris des talents, mais qui n'ont pas l'opportunité de briller comme vous. Didier, nous sommes au terme de cet entretien qui a été très enrichissant. Nous savons que tu as encore beaucoup de choses à dire et nous espérons que dans d'autres circonstances, à d'autres occasions, tu auras l'opportunité de parler. Et pour finir, tu vas regarder cette caméra-là, juste là, pour répondre à cette question. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais un message que nous souhaiterions que tu lances à toute la jeunesse africaine qui perd espoir à leur continent et à la vie. C'est difficile de se poser en donneur de leçons, en donneur de conseils, mais avec ma toute petite expérience de la vie, à plusieurs reprises, je me suis rendu compte qu'il ne fallait jamais baisser les bras. Oui, vous allez tomber, car je suis tombé à plusieurs reprises, mais je me suis relevé, je me suis battu, j'y ai cru. Et un jour, avec beaucoup de réussite, j'ai pu me réaliser. Et souvent, c'est lorsqu'on abandonne, lorsqu'on dit stop, qu'on passe à côté des belles choses. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine balance pour ne pas s'obstiner et aller droit dans le mur. Mais avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de remise en question et beaucoup de personnalité, croyez en vous et croyez en vos rêves. Merci infiniment Didier Drogba pour cette fin, pour ce mot de fin adressé à la jeunesse africaine. Au nom de la Fondation Floris Norman, nous voudrons te dire grand merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Même canal, demain sera meilleur.